Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, toute l'actualité politique et parlementaire avec Aude Morakini. Bonjour. Bonjour Mickaël et bonjour à tous. Dans l'actualité cette semaine, on vous en parle depuis des semaines. Cette fois c'est fait. Louis Gallois a remis son rapport sur la compétitivité. Il prône un choc de confiance de près de 30 milliards d'euros. Le lendemain, Jean-Marc Ayrault annonçait les mesures du gouvernement et notamment, contre toute attente, une hausse de la TVA. Le mariage homosexuel adopté en Conseil des ministres, un texte qui augure de débats houleux en janvier prochain dans l'hémicycle. En attendant, les députés ont commencé les auditions à l'Assemblée nationale. Il y a du rififi chez les alliés des socialistes. Au Sénat, les communistes ont voté contre la loi de programmation budgétaire pour les 5 prochaines années. Le Premier ministre les a reçus à Matignon, mais de c'est de rien. Chez les Verts, on s'interroge de plus en plus sur la participation au gouvernement. Et avec nous pour commenter l'actualité, Éric Woerth. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Député UMP de l'Oise, ancien ministre du Budget, puis du Travail dans le gouvernement Fillon. Vous allez donc pouvoir commenter avec nous ce fameux pacte de compétitivité dévoilé cette semaine. Auparavant, c'est la coutume dans cette émission, on fait un petit tour aux 4 colonnes. On est allé demander à vos collègues ce qu'il avait à dire sur vous. Et c'est Elisa Bartholomé qui est allée cette semaine. On regarde. Éric Woerth est un homme de qualité, c'est un homme intelligent, c'est un homme attentif aux autres. Et je dois dire, pour être le porte-parole du groupe UMP à la Commission des Finances, que je peux attester de la constance et de l'intensité de son travail à la Commission. Je l'ai apprécié en tant que ministre, courageux. Il a fait un travail énorme sur les retraites. J'ai souffert en même temps que lui des attaques violentes dont il a été l'objet. Je trouve ça dommage pour un homme de cette qualité. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite notre amitié pour ce qu'il est et pour la compétence qu'il a. Je le dis, jamais d'appréciation personnelle sur les hommes politiques. Je lutte contre leur politique. Éric Woerth, pourquoi Éric Woerth? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, Éric Woerth? J'ai vraiment une amitié pour lui, indépendamment du fait qu'il est maire de Chantilly et moi de Maisons-Laffitte. Et qu'à nous deux, on est, je dirais, la mafia du cheval. Voilà, en filigrane, Mafia du cheval. En filigrane, on a vu beaucoup, même vos collègues UMP, vos amis, évoquer quand même les affaires, même en vous posant parfois comme présentant comme victime ou au contraire pas. L'affaire Bettencourt, bien sûr. Est-ce que ça vous empêche parfois de faire sereinement votre métier de député quand comme ça, dans le regard de vos collègues, vous voyez parfois écrit affaire, mise en examen? C'est une souffrance personnelle. Ça exige aussi une sorte d'auto-limitation à certains moments. Par exemple, C'est-à-dire que vous réfrénez sur certains sujets, Oui. vous obligez à ne pas répondre. Oui, par exemple. oui. Non, mais je veux pas d'exemple précis, mais j'aurais pu défendre la première motion du groupe sur la loi de finances rectificative du mois de juillet. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que si je montais en pression dans le domaine de l'opposition, je risquais de faire déraper les choses devant beaucoup de députés, que c'était pas souhaitable pour l'UMP elle-même. Donc, Mais ça devient dangereux aussi pour vous-même, pour votre carrière politique finalement. Bah, écoutez, c'est pas très agréable, oui, d'autant plus que je considère que tout ça est très très injuste. Je le dis depuis 2 ans et demi, mais voilà, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, c'est du personnel et j'ai décidé de me battre et je le fais depuis 2 ans et demi et il n'y a toujours aucune preuve. Et d'ailleurs, il ne peut y en avoir aucune. Oui, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, qui justement va être entendu par le juge Gentil très prochainement. Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui vous soulage puisque vous n'êtes plus vraiment en première ligne? Vous savez, je ne commenterai pas ça parce qu'il y a une instruction en cours, une construction, des propos, des articles de journaux volés, des PV d'audition volés. Tout ça est très désagréable et en même temps, moi j'ai décidé de consacrer ma vie à la vie politique et j'ai pas décidé de l'arrêter comme ça. Sinon, j'aurais arrêté dès la retraite. La retraite, ça c'est vous qui avez la retraite, ça aurait pu être la mienne, mais dès la fin d'abord, j'aurais pu m'arrêter avant la réforme des retraites. C'est ce que, au fond, tout le monde a essayé de faire en essayant de m'expulser au travers d'un lynchage médiatique absolument incroyable, bien supérieur à celui que subit aujourd'hui François Hollande ou d'autres. Et puis j'ai pas décidé ça, donc j'ai décidé de continuer. J'étais bien réélu. La vie politique continue et vous allez avec nous commenter l'actualité de la semaine. Je suis très actif dans cette vie politique. Et on va commencer donc avec le lundi. On en a beaucoup parlé. Il est là, il est tout chaud. Le rapport Gallois.
22 propositions pour relancer la compétitivité après des semaines de spéculation. Le rapport Gallois est enfin rendu public. L'ancien patron de ADS préconise un choc de compétitivité synonyme de choc de confiance. Tous les détails avec Sophie Normand. La préconisation la plus importante du rapport concerne le coût du travail. Louis Gallois préconise une baisse des charges en 2 ans maximum. 20 milliards de baisse des cotisations patronales, plus 10 milliards de baisse des cotisations salariales. Des baisses qui ne cibleraient pas que les bas salaires, mais s'appliqueraient également à ceux représentant jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Le rapport recommande aussi le renforcement des filières industrielles. Il faudrait conditionner les soutiens de l'État aux actions des grandes entreprises, à leur capacité à y associer leurs fournisseurs et sous-traitants. Le commissaire à l'investissement préconise un soutien plus efficace à l'exportation et propose l'alignement des conditions des crédits et garanties export sur le meilleur niveau constaté chez les concurrents. Parmi les autres préconisations, un Small Business Act pour les PME. Donner plus de poids aux représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises de plus de 5000 salariés. Doubler les contrats en alternance en 5 ans. Ou encore reprendre les recherches sur les gaz de schiste. Alors Éric Woerth, on devine ou presque ce que vous allez nous dire, c'est que ce rapport c'est très rien, bien, mais vous auriez également, c'est tout ce qui a été préconisé, vous l'auriez adopté vous aussi? Écoutez, il y a eu beaucoup de rapports avant le rapport de Louis Gallois, donc il y a notamment un rapport parlementaire qui n'est jamais sorti entre l'opposition et la majorité quelques mois avant l'élection présidentielle. Accoyer, Cahuzac, Méhaignerie, je faisais partie de cette commission. On n'a pas réussi à sortir un rapport commun pour des raisons d'appréciation sur les 35 heures. Mais grosso modo, les mesures de Louis Gallois étaient là. Je remarque que ce n'est pas un rapport très original. La plupart des points sont bien connus. Il a l'avantage de venir au bon moment. Et nous avons, mis beaucoup la pression dans l'opposition pour dire la compétitivité, c'est la première des priorités, c'était celle du gouvernement de Nicolas Sarkozy, c'est la première des priorités du gouvernement, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, et ça a été beaucoup nié. Alors Louis Gallois, c'est un peu une bouée de sauvetage. C'est un peu un nouveau gourou pour le gouvernement. Le Premier ministre Hérault n'arrêtait pas de parler de Gallois, Gallois, Gallois. On fait plus que Gallois, on fait moins que Gallois, on fait un Gallois et demi. Enfin, on savait plus très bien. On savait plus très bien. Oui, mais c'est apparu. En réalité, le gouvernement, en donnant le sentiment qu'il n'appliquerait pas du tout le rapport Gallois et qu'il l'enterrait avant la fin, ce qui n'a pas été le cas en réalité, est apparu comme finalement assez actif dans ses propositions, tout simplement parce que comme un très mauvais élève dont on dit il va jamais rendre de copie, il en rend quand même une, on se dit quand même c'est pas si mal. Il n'y a pas un mot sur les 35 heures dans ce rapport, vous le regrettez? Il n'y a pas un mot sur les 35 heures et c'est très dommageable puisqu'on considère que la réduction comme ça du temps de travail a été le premier facteur de décrochage de la compétitivité française. C'est aujourd'hui quand même reconnu à peu près par tout le monde. Et puis, il n'y a pas grand-chose sur les dépenses. Même si Louis Gallois en parle, il n'y a pas grand-chose sur la dépense publique qui, en réalité, est la première des mesures à prendre pour améliorer la compétitivité du pays, c'est-à-dire baisser la dépense publique, trop de dépenses publiques, 55 ou 56% de dépenses publiques. Pas forcément sur le coût du travail. Je pense que lutter contre la perte de compétitivité du pays, c'est d'abord de faire baisser la dépense publique. On consacre à un moment donné trop de dépenses publiques, plus de la moitié des dépenses par rapport à notre richesse nationale est une dépense publique, ça veut dire que c'est pas une dépense privée, donc ça veut dire que c'est pas de l'investissement et ça concourt pas au partage des richesses. C'est évidemment beaucoup trop. Mais dans le rapport de Gallois, il y a plein de choses qui nous vont très très bien. Il parle de TVA, il parle de coût du travail. Et d'ailleurs, c'est complètement artificiel de vouloir séparer le coût, la compétitivité coût de la compétitivité hors coût. Si vous n'avez pas de compétitivité coût, l'entreprise elle fait de moins en moins de marge. Et Louis Gallois le dit très bien, les marges des entreprises se réduisent, sont beaucoup plus faibles que dans d'autres pays d'Europe. Et donc vous n'avez pas les moyens de faire de la recherche, de faire de l'innovation, de vous projeter sur le plan marketing, de faire de l'export, etc. Vous n'avez pas les moyens de le faire. Donc d'abord la compétitivité coût, puis évidemment le reste, mais le reste est très consensuel entre nous, qu'on fasse de la formation, de la recherche, de l'innovation. Je pense que c'est très consensuel dans l'ensemble du milieu politique, heureusement. On va voir ce que le gouvernement a fait de ce rapport. Réponse dès le lendemain, mardi. C'est allé vite. Le rapport Gallois n'a donc pas été un énième rapport enterré, on l'a dit. Un séminaire gouvernemental se tient à Matignon dès ce mardi pour décider des suites à lui apporter. C'est même Jean-Marc Ayrault en personne qui présente ce pacte de compétitivité. Et il y a bien sûr un peu de rapport Gallois, même beaucoup dans ce pacte. Elisa Bartholomé.
Contrairement à ce que disaient les rumeurs, le gouvernement s'est donc largement inspiré du rapport Gallois. Et d'abord de sa mesure phare, la baisse du coût du travail. Chiffrée à 20 milliards d'euros, elle s'étalera sur 3 ans. Les salaires ne seront pas directement concernés. Cette baisse prendra la forme d'un crédit d'impôt indexé sur la masse salariale des entreprises. Il portera sur les salaires compris entre 1 et 2,5 fois le SMIC. Cela représentera l'équivalent d'une baisse de 6% du coût du travail. Autrement dit, plus une entreprise emploiera de personnes payées moins de 2,5 fois le SMIC, plus la réduction d'impôt sera importante. L'État devra bien sûr compenser cette baisse de recettes. 2 solutions sont retenues par Jean-Marc Ayrault. 10 milliards de réduction des dépenses publiques et 10 milliards de hausse d'impôts via la fiscalité écologique et l'augmentation modérée de la TVA. Le gouvernement proposera en effet que le taux intermédiaire, qui porte notamment sur la restauration et les travaux de rénovation des logements, soit porté à 7%, de 7% aujourd'hui à 10%. Et que le taux normal soit porté de 19,6 à 20%. Pour faire passer la pilule, le gouvernement diminuera le taux réduit de TVA de 5,5 à 5% sur les produits alimentaires et l'énergie. Ces augmentations ne prendront pas effet tout de suite. La hausse de la TVA est prévue au 1er janvier 2014. La fiscalité écologique sera, elle, mise en place en 2016. Alors, il y a quand même des différences très notables, notamment Louis Gallois préconisait une baisse des cotisations pour les entreprises. C'est finalement l'impôt sur les sociétés qui sera baissé. Oui, la mise en œuvre par le gouvernement, si le verre à moitié vide ou à moitié plein. D'ailleurs, Jean-Marc Ayrault, quand il le présente, a l'air de s'ennuyer assez profondément. C'est mieux, c'est moins bien, le fait de jouer plus sur l'impôt sur les sociétés? Je trouve que c'est contourner le problème. D'abord, c'est pas 30, puisque Louis Gallois, enfin, je veux dire, l'ensemble du monde économique dit qu'il faut au moins 30 milliards d'euros si on veut qu'il y ait une signification. Nous, on avait commencé à faire 13, et l'idée, c'était de poursuivre. On faisait 13 en une fois, une année, dès cette année. Bon, Louis Gallois dit qu'il faut 30, et je pense que la plupart des économistes disent qu'il faut entre 20 et 50 milliards d'euros de transfert de charges du travail vers d'autres, enfin, d'allègement de charges, au fond, sur le travail. Et passer par un crédit d'impôt, c'est très compliqué en réalité, car si on considère que le coût du travail, c'est l'essentiel du problème, ce qui est le cas en France, le coût du travail, c'est des salaires et des charges. On ne peut pas baisser les salaires, donc il faut baisser les charges salariales quand même. Oui, mais c'est une mesure fiscale, c'est une niche fiscale. C'est pas la baisse des charges. Au moins, la baisse des charges, c'est clair. Et puis, on n'y revient pas entre nous. C'est assez rare d'augmenter les charges sociales une fois qu'on les a baissées pour cette raison-là. C'est une niche fiscale, donc soumise à la vie un peu mouvementée des niches fiscales. Puis, c'est pas non plus un investisseur étranger, comme il y en a beaucoup, j'espère, qui regarde la compétitivité des pays, regarde le coût du travail. Et la niche fiscale, la baisse de l'impôt sur les sociétés, elle ne rentrera pas dans cette analyse sur la baisse du coût du travail, car elle est très éloignée de la baisse du coût du travail. C'est pas mal. C'est moins 20 milliards sur la fiscalité des entreprises, c'est très bien. Mais c'est un peu quand même le sapeur camembert. On a dans ce budget augmenté les impôts des entreprises d'une quinzaine de milliards quand on prend le collectif de juillet et puis le budget 2013. Et puis au mois de novembre, on dit qu'on va baisser de 20 milliards. Et tout ça dans un délai, un calendrier qui n'est pas le bon. Il y a un calendrier qui doit être l'urgence. En réalité, toutes ces mesures sont remises à 2014, voire à 2016 pour la fiscalité écologique. La TVA, qu'est-ce que vous en pensez, Éric Woerth? Elle a été montée, descendue pour certaines, notamment pour les TVA sur les produits de première nécessité. Est-ce que c'est la bonne fourchette? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, c'est bien de passer par la TVA. Je crois que c'est bien, nous on l'a beaucoup dit. Aussi Nicolas Sarkozy sur la TVA sociale, ils ont un peu arrangé ça. Oui, c'est la TVA sociale, c'est la même chose, c'est la TVA sociale. Mais si vous reprenez les déclarations des ministres socialistes, du Premier ministre comme du Président de la République sur la TVA sociale, et que vous regardez aujourd'hui ce qu'ils font, enfin, où vous mourrez de rire, ou vous dites dans quel monde je vis. Donc évidemment, la TVA sociale, c'est une très bonne idée, c'est ce qu'il fallait faire, les Allemands l'avaient fait, et nous le faisions. Donc là, c'est ce qu'ils font aussi. Oui, c'est bien, mais c'est pas assez. La TVA va jouer à peu près à hauteur de 6 à 7 milliards d'euros dans ce transfert de charges. Le transfert est de 20 milliards. Donc il y a une autre partie sur les dépenses publiques, mais on ne sait pas sur quoi. Et ça doit se rajouter à l'effort de dépenses publiques qui, lui, doit contribuer à l'équilibre des finances publiques et pas au financement de transfert de charges. Et sur la fiscalité écologique, on n'en sait rien. Oui, c'est mieux de ne pas toucher la CSG parce que la CSG, elle impacte directement le pouvoir d'achat. Mais sur la TVA,
Au lieu d'avoir les 1,6 que nous mettions notamment sur le taux normal sur les 19,6, parce que ça permettait de concentrer beaucoup l'effort sur des importations qui, elles, souvent contiennent du travail, du dumping social, au fond, qu'on importe en France. On augmente fortement l'un des taux réduits, c'est-à-dire de 7, on passe à 10, pour beaucoup de services qui vont toucher beaucoup de catégories moyennes de Français. Et je pense que c'est une erreur de ventilation importante. Mais passer par la TVA, c'est bien mieux que de passer par la CSG. Vous étiez sans doute dans l'hémicycle mardi après-midi. Bien sûr, toutes ces questions ont été relayées dans l'hémicycle en ce mardi. Sur 15 questions au gouvernement, 10 sont portées sur la compétitivité. Échange vif, telle ce question-réponse entre un député UMP et le ministre de l'économie. Vous ne suivez pas ce rapport, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur le Premier ministre. Vos décisions ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Au lieu de baisser massivement et immédiatement les charges des entreprises, vous nous sortez du chapeau une nouvelle usine à gaz bureaucratique estampillée socialiste, le crédit d'impôt. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On ne peut pas s'empêcher, à dire vrai, de sourire quand on vous entend parler de compétitivité. Parce que, comme l'a dit le Premier ministre, lisez ce rapport gallois que vous vantez tant, ce n'est pas seulement un diagnostic, c'est un réquisitoire. Un réquisitoire contre ce que vous n'avez pas fait, un réquisitoire contre l'état du pays tel que vous le laissez. Vous vous sentir un peu visé contre ce réquisitoire. Vous avez été ministre du budget 3 ans. Par exemple, la TVA sociale n'a été imaginée que dans le dernier mois avant la présidentielle. Ouais. Ce qu'il il fallait faut voir pas... l'histoire. Si, mais ouais. enfin, l'histoire de la TVA sociale, elle est assez longue. On peut remonter à l'élection législative de 2007. Mais plus généralement, on a une balance commerciale qui était excédentaire en 2002, qui en 2012 était largement déficitaire. Mais le problème de compétitivité, on le tire depuis longtemps. Ce problème de compétitivité, les salaires ont augmenté en France plus vite qu'en Allemagne. Voilà, et depuis vous prenez votre part de responsabilité 10 ans, oui, bien sûr, dans évidemment. Mais les socialistes doivent tenir compte de tout cela. Ils doivent dire on n'aurait pas dû augmenter les salaires autant. Ils disent jamais tout cela. Au fond, ils ont participé à tout cela, les syndicats ont participé à tout cela, les chefs d'entreprise ont participé à tout cela. Nous, ce qu'on a fait sur les 5 ans, en tout cas, de Nicolas Sarkozy, on s'est battu contre la crise. La réalité, elle est là, parce qu'elle est totalement oubliée. Donc c'était très difficile de faire la TVA sociale ou compétitivité, quelle que soit la manière dont on l'appelle, ou anti-délocalisation. C'était très difficile de le faire en plein cœur de crise. On était à moins 2% etc. Non, on n'est plus au cœur de crise. C'est plus facile de gouverner aujourd'hui que de gouverner à l'époque de Nicolas Sarkozy. Écoutez les réactions aussi dans la majorité, à l'aile gauche du Parti socialiste. Vous allez voir, vous n'êtes pas les seuls non plus à dire que ces réformes ne sont pas les bonnes. Écoutez. Le débat est installé dans la majorité, puisque vous savez que nous faisons des propositions alternatives à celles du gouvernement. Et malheureusement, les annonces de ce matin en rajoutent dans un cap qui, à nos yeux, ne permettra pas de sortir de la crise. Est-ce que cet entre-deux suscite un réel mécontentement? Pas encore, mais c'est vrai que cette impression d'illisibilité, voire d'incohérence par rapport à ce qui se faisait en juillet, et y compris quelque part, il y a un manque d'orientation stratégique, un manque de cap, et voilà, en vérité, je suis inquiet. Vous avez entendu Jean-Vincent Placé, il se dit inquiet, il va même plus loin en ce vendredi, il pose même la question des ministres au sein du gouvernement, est-ce qu'ils doivent garder leur place ou pas? Ils ont un problème dans leur majorité, il y a un problème avec les Verts, Éric Woerth? Enfin, le gouvernement change d'avis tout le temps sur la TVA, il a changé d'avis tout le temps, vous reprenez les verbatims de ce qui a été dit il y a encore quelques semaines, et voilà. Donc il n'y a pas de conviction au fond, c'est ça qui est inquiétant, parce que changer d'avis tout le temps, ça veut dire qu'on va continuer à changer d'avis alors qu'on a besoin d'un cap très fort. Les écologistes quittent le gouvernement, là, on n'a pas voté au Sénat, le groupe UMP en même temps que les socialistes et les communistes, mais pour d'autres raisons, la loi de programmation. Donc il y a un problème avec la gauche de la gauche, très net, on le voit bien à l'Assemblée, puis il y a un problème avec les Verts, ça c'est évident. Les Verts n'existent plus. Il n'existe plus. Il n'y a plus une proposition verte. Il n'y a pas d'initiative des Verts. Dans ce débat budgétaire très fort que nous avons aujourd'hui, où est la parole des Verts? Dans le sujet très très important qui est celui de la fiscalité écologique. Le gouvernement dit en 2016... Peut-être avant 2016, dit en maintenant, 2016, on fera peut-être une fiscalité écologique. La même fiscalité écologique, d'ailleurs, la taxe carbone, a été retoquée par le Conseil constitutionnel à la demande du groupe socialiste à notre époque. Donc les Verts, ils ont raison de quitter le gouvernement, Éric Woerth, oui ou non? Mais ça, c'est leur
problème. Je ne peux pas du tout le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont extraordinairement maltraités. Ils n'agissent sur rien. Le Parti socialiste ne leur laisse possible aucune... leur départ, même s'ils ne le souhaitent pas. Donc ça laisse une porte ouverte pour un départ. C'est énorme. C'est absolument énorme. Ça montre que les ministres verts ne servent à rien et ça montre que les verts aujourd'hui ne servent à rien, n'ont aucun impact sur l'évolution de la politique du gouvernement aujourd'hui. Ils sont considérés comme parti très très minoritaire de la majorité et c'est très humiliant à mon avis quand on est vert aujourd'hui de faire partie du gouvernement. Donc la logique veut qu'ils partent. Mais où est la parole des verts? Moi je dis la fiscalité écologique est un élément probablement majeur de l'évolution de notre fiscalité. Nous avons essayé, nous n'y avons pas réussi à cause du Parti socialiste. J'aurais bien aimé que dans ce débat budgétaire, les verts nous disent un peu comment peut s'orchestrer, s'articuler une fiscalité écologique moderne dans notre pays. Ils ont complètement raté ce débat et au fond les socialistes en sont certainement très très heureux. Allez, on va passer au mercredi. Barack Obama, once again. Et parmi les défis qui attendent Barack Obama, il y en a un qui sera de taille. Il va devoir gérer une majorité républicaine au Congrès qui l'a ralenti, qui l'a empêché pendant ces 4 dernières années. Le récit de Simon Barbary. Mardi soir, les Américains ont élu un président, mais pas seulement. Comme tous les 2 ans, ce sont un tiers des sièges du Sénat et la totalité des sièges de la Chambre des représentants qui ont été renouvelés. L'enjeu du scrutin est de taille car Barack Obama a besoin du soutien des 2 chambres du Congrès pour faire passer des réformes urgentes. Au Sénat, tout d'abord, les démocrates obtiennent 55 sièges sur 100, insuffisant pour avoir la majorité fixée à 60 voix. Ils s'exposent ainsi à une possible obstruction parlementaire. Pire, à la Chambre des représentants, les républicains gardent leur majorité acquise en 2010. Cette cohabitation pourrait se transformer en catastrophe économique. Les membres de la Chambre des représentants ont jusqu'à la fin de l'année pour se mettre d'accord sur des réformes destinées à réduire la dette publique, une dette estimée à plus de 16 milliards de dollars. L'urgence est telle que le candidat des faits, Mitt Romney, a appelé à l'unité lors de son discours de défaite. Si aucun accord bipartisan n'est conclu, la première puissance mondiale pourrait alors se retrouver en défaut de paiement. On le voit bien dans le sujet de Simon Barbary. Ce qui attend Barack Obama, eh bien c'est encore la crise et encore la crise. Oui, il a été réélu probablement 6 mois après Nicolas Sarkozy. Peut-être que si Nicolas Sarkozy aurait eu 6 mois, il aurait été réélu comme Barack Obama. Les choses vont un tout petit peu mieux aux États-Unis, même si c'est extrêmement difficile. Ce qui est formidable, c'est l'enthousiasme qu'il y a derrière cela. Quand Barack Obama dit l'avenir est devant nous, le meilleur est devant nous, c'est formidable. Et puis quand on passe à l'interrogation du président français un peu sur l'élection du président américain, et on retombe sur terre d'une façon un peu triste et pitoyable. Non, on a besoin d'un élan. Et un président comme ça sait donner un élan, notamment à sa jeunesse. C'est formidable. Vous dites que ça donnait envie. Ça donne envie, c'est-à-dire qu'actuellement, il ne donne pas l'élan, le président français? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est le contraire. C'est très très regrettable. C'est une gestion étriquée des choses, alors qu'au contraire, on a besoin d'une gestion ouverte, intelligente, qui donne envie de vivre en France et de projeter la France dans l'avenir. Alors, mon Dieu. Ils ont quand même un point commun qui est que Barack Obama aura aussi des problèmes avec son Parlement, son Congrès, comme François Hollande avec le sien. Oui. Enfin, lui, il n'a pas la majorité, Obama. Il se débrouille en plus sans majorité. Hollande, il a la majorité partout. À l'Assemblée, au Sénat. Oui, à l'Assemblée, au Sénat, dans les régions, dans les départements, dans les grandes villes. Jamais parti n'a eu autant de pouvoir en France. Pour en faire quoi? Rien. Allez, mercredi encore, à environ 10 jours de l'élection à la présidence de votre parti, à l'UMP, on n'entendait plus trop de petites phrases assassines entre pro-Fillon et pro-Copé. En ce mercredi, on est un peu rassuré parce que Valérie Pécresse est invitée de la presse parlementaire et pas de doute, elle est bien toujours, comme vous, du côté de François Fillon. Interrogée sur l'expérience de Jean-François Copé, voici ce qu'elle répond. C'est pas parce que, j'allais dire, on n'est pas dans l'esbrouf ou on n'est pas dans la vantardise qu'on ne fait pas les choses. Vous savez, et je ne le dis pas je n'essaye pas de... Je ne dis rien sur Jean-François Copé en disant ça. Je dis simplement que François Fillon fait les choses. Il ne dit pas qu'il va les faire, il les fait. Et pour moi, c'est quand même plus rassurant d'imaginer que le président de ma formation politique a cette expérience extraordinaire des combats difficiles qui sont les combats des réformes.
Un peu embarrassé dans sa critique, mais quand même, hein, inexpérimenté, Jean-François Copé. Non, moi je veux pas jouer à ce jeu-là. Moi je soutiens Fillon parce que j'ai envie que ce soit Fillon. Je n'ai rien contre Jean-François Copé. Et il faut savoir gérer les débats au sein de sa formation politique, sinon il n'y a plus jamais d'élection. Et je me pose une question toute simple. Aujourd'hui, François Fillon, c'est l'homme politique de droite républicaine le plus populaire en France. Je mets à côté Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est une chance de pouvoir le porter à la tête de la première formation politique de droite républicaine du pays. C'est une chance pour cette formation. Il y a beaucoup de petites phrases, de toute façon, pendant cette campagne. Il y a même des accusations de triche ou des spéculations de triche pour... La peur. La peur, c'est ça ? Oui, la peur il y a toujours ces idées qu'il y a toujours la peur de triche. Moi, je crois pas du tout. Je crois à la responsabilité des militants. Il y aura plein de bureaux de vote. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un maximum de militants qui votent, qu'il y ait un maximum de bureaux de vote et qu'il y ait des assesseurs. Participation, c'est ça ? Oui, il faut qu'il y ait une participation pour que François Fillon élevée. puisse passer. Parce que dans le cas inverse, c'est plutôt favorable à Jean-François Copé ? Je pense que plus la participation est élevée, plus c'est favorable pour François Fillon, parce qu'il est plus rassembleur en réalité. Donc... Éric Woerth, le débat de fond est complètement inaudible. On ne voit pas bien la différence entre c'est pas tout à fait ce que vous dites en général. On voit bien que Jean-François radicalise un peu le discours et Jean-François ne le radicalise pas. Très peu de débats de fond, c'est plutôt des petites phrases. Tout ça, vous le disiez vous-même, est assez dommageable. C'est la même formation politique, c'est l'UMP. Il n'y a pas une vision radicalement différente de la société et des mesures à prendre. Heureusement, il y a des postures, il y a une personnalité qui est différente, une manière de le faire. Mais moi, je pense que le président de l'UMP, il doit se situer à peu près au milieu idéologique de l'UMP, au centre de l'UMP, pas au centre de la vie politique, au centre de l'UMP, parce qu'il faut rassembler les choses. Il faut rassembler ceux qui pensent très à droite et il faut rassembler ceux qui pensent très au centre. Et ça, le président de l'UMP, il doit le faire. Puis après, derrière, il y a toutes celles et tous ceux qui expriment leurs sensibilités différentes. Et je pense que Fillon est le mieux placé. Jean-François Copé et François Fillon, en ce moment, on les entend un petit peu moins. Rapport sur la compétitivité, l'élection de Barack Obama, la semaine prochaine, conférence de presse de François Hollande. Finalement, cette élection de l'UMP n'intéresse pas grand monde. Elle intéresse les militants de l'UMP. C'est quand même très très important. C'est une élection... Elle intéresse encore ? Oui, elle intéresse encore. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps encore. C'est très très utile que l'élection ait lieu le 18 novembre. Quelques jours, et pas dans un mois. Voilà, il y a une belle campagne. Maintenant, il faut que les militants votent, que l'UMP ait un président, que chacun travaille ensemble. On va passer au jeudi avec le mariage pour tous qui arrive en commission à l'Assemblée nationale. Le mariage homosexuel, proposition numéro 31 du candidat Hollande. Il arrive en Conseil des ministres sous l'appellation mariage pour tous. Le texte n'arrivera pas dans l'hémicycle avant la fin janvier, mais en attendant, la commission des lois a décidé d'organiser des auditions sur le sujet. La première se tient ce jeudi, suivie par Thibault Le Floch. Confronter les points de vue pour apaiser le débat. Voilà l'objectif des auditions sur le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Au programme, 10 auditions thématiques avec des psychanalystes, des pédopsychiatres, des familles homoparentales ou bien encore des associations qui défendent les droits des homosexuels. Un temps d'écoute avant le débat parlementaire nécessaire selon le président de la commission des lois. On voit bien qu'il y a des interrogations sociologiques. Il y a les interrogations psychiatriques, les interrogations religieuses qui aujourd'hui montrent une hostilité. Et donc j'ai souhaité avec Erwan Binet, qui est le rapporteur du texte à la commission des lois, que la commission puisse largement prendre le temps pour inviter tous ceux qui représentent une opinion sur ce sujet. Cet après-midi, les députés ont auditionné 3 sociologues. Elles ont livré leur analyse sur la structure familiale et le mariage. D'ailleurs, selon elles, le mariage pour tous est une évolution logique de notre société. C'est une grande loi, en fait, qu'on fait un peu l'histoire. On dit souvent, on cite beaucoup Obama en ce moment, make history, on fait l'histoire. Parce que moi, je suis persuadée qu'on ne reviendra jamais en arrière, que quand les gens auront vu les mariages, avec les gens sur leur 31, avec les familles, avec les grands-parents, jamais on ne reviendra en arrière sur cette loi. Un enthousiasme qui n'est pas partagé par les représentants des cultes et ils auront l'occasion de le dire aux parlementaires lors de leur audition qui aura lieu le 22 novembre prochain. Donc Éric Woerth, vous n'êtes pas membre de la commission des lois, mais est-ce que vous irez assister à certaines de ces auditions ? Oui, je vais y aller parce que je pense que ça intéresse absolument tout le monde. Je n'aime pas d'ailleurs le terme de mariage pour tous. Je pense que c'est galvauder l'institution du mariage. On a fait la protection sociale pour tous, la culture pour tous, la retraite pour tous. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'appellera, mais c'est ça montre. Moi, je suis opposé à cette idée, pas du mariage
en tant que tel. Je ne nie pas que des personnes du même sexe puissent s'aimer d'un amour profond. Je ne juge personne. Il n'y a aucune notion morale là-dedans. Je n'ai aucune notion morale là-dedans. Bien loin de cela. Mais en même temps, je pense que, comme beaucoup qui pensent comme moi, c'est que derrière le mariage, il y a surtout il y a la conjugalité, mais il y a la parentalité. Donc il y a l'idée qu'on élève un enfant et que la nature, la biologie, elle fait en sorte que tout ça naît d'une différence de sexe. Et que la différence de sexe, elle est majeure. Elle fait fonctionner le monde depuis toujours, le monde animal, le monde humain, le monde végétal. Enfin, la planète sur laquelle on vit, elle est comme ça. Il y a un débat des représentants du peuple à l'Assemblée. Est-ce qu'il fallait un débat plus ouvert, un débat de société, comme il y a eu sur d'autres thèmes? Oui, parce que c'est quand même pas un petit sujet qui est celui, au fond, de l'avenir de nos enfants. La réalité là. Je ne dis pas qu'un couple homosexuel n'élèvera pas avec autant d'amour qu'un couple hétérosexuel, mais je pense que c'est un changement profond de société. Moi, je ne crois pas qu'on puisse jouer avec le feu dans ce domaine-là. Mais c'est pas une raison. 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 On a le droit aussi d'avoir en France nos propres opinions. Et je pense que c'est pas ringard de penser qu'il faut encore un homme et une femme, un père et une mère pour élever dans de bonnes conditions un enfant. Et qu'on n'a pas le droit de jouer avec cela. On ne le fait pas sur des sujets de moindre importance. Donc celui-là, il faut faire très très attention. C'est la parentalité qui est au cœur de notre combat. Moi, je vais organiser un débat chez moi, à Senlis ou à Chantilly. Je pense que je le ferai à Senlis pour que chacun puisse s'exprimer, parce que je pense que c'est très important. Si, il peut y avoir des dérapages, mais on est là pour les éviter. Et je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne juge l'homosexualité de manière... Enfin, il n'y a aucune morale là-dedans. Chacun a sa propre vie et tout va très bien. J'ai aucun problème avec ça. J'ai un seul problème de dire qu'on fonde la famille sur, au fond, qu'on gomme la différence des sexes. Et la différence des sexes, elle est inscrite au cœur de notre planète. Une question intéressante. Que fera le maire de Chantilly? Vous célébrerez le mariage en mairie ou pas? Mais j'en sais rien, parce que je pense qu'il faut d'abord s'opposer au texte. De toute façon, une mairie, elle respecte la loi. Et donc vous respecterez la loi si elle est votée? Bien sûr que je respecterai la loi, évidemment. Vous déléguerez des adjoints qui disent non. Vous déléguerez des adjoints pour le faire ou vous sentez de célébrer vous-même? Je ne sais pas. Je le ferai pas avec plaisir, mais je ne sais pas. Je verrai avec mes adjoints. Je verrai avec mes adjoints. Je ne veux pas radicaliser les choses. La loi est la loi. Mais on va combattre de façon très forte cette loi parce qu'on considère que c'est pas une bonne évolution. Alors on va passer sur un autre sujet, on en parlait déjà tout à l'heure. Les communistes posent des problèmes au gouvernement, ils se posent de plus en plus la question, est-ce qu'ils sont dans la majorité ou pas? Le Premier ministre les a reçus à Matignon, mais visiblement le Premier ministre a décidé de ne rien céder sur la question. C'est un récit de Jérôme Rabier. Ils sont venus pour demander des avancées sur les questions budgétaires, mais les communistes n'ont rien obtenu du Premier ministre. S'ils se sont félicités d'un dialogue restauré, aucun accord sur le budget 2013 n'est venu sceller la rencontre. Il est probable que nous ne le votions pas en l'état et que nous continuions à nous abstenir, mais nous ne désespérons pas de convaincre que des bougées significatifs sont possibles. Sans avancée significative, le budget 2013 et celui de la sécurité sociale risquent bien d'être retoqués au Sénat et rejoindre ainsi la loi de programmation budgétaire rejetée hier soir par une alliance de circonstances entre communistes, centristes et UMP, au risque de laisser les mains libres à l'Assemblée nationale. En faisant en sorte que le Sénat rejette les projets du gouvernement, les sénateurs communistes rendent totalement la main à l'Assemblée nationale, où la majorité gouvernementale, elle, est solide. Car constitutionnellement, l'Assemblée nationale a le dernier mot en cas de désaccord entre les deux chambres parlementaires. Mais tout le monde au Sénat considère qu'ignorer la Haute Assemblée aurait de graves conséquences. Le Sénat n'aime pas les membres du gouvernement qui donnent le sentiment, peut-être parfois faussement, mais qui peuvent donner le sentiment par des propos un peu hâtifs et hasardeux de mépriser les sénateurs. Le Sénat n'aime pas ça. Au groupe socialiste, on reconnaît désormais un équilibre politique délicat à conserver. Les communistes ne sont pas socialistes et vice-versa. La palisse n'aurait pas dit mieux. Donc les communistes ont des idées, des orientations à faire valoir. Les socialistes en ont d'autres. Le gouvernement prend ses décisions, tranchera, le Premier ministre arbitrera, le Parlement fera ce qu'il a à faire et nous assumerons les choses. Mais attention, si le Sénat continue de rejeter bon nombre de textes portés par le gouvernement, le risque pour la Haute Assemblée serait d'être réduite au silence forcé. Vous l'avez vu dans ce sujet au Sénat, est-ce que vous pensez que le gouvernement a mis directement une croix sur le Sénat en se disant finalement ça va passer dans l'opposition?
c'est un couac politique d'envergure, parce que le Sénat on ne sait plus très bien où il est. Il est ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Même si on sait que la loi fait que l'Assemblée nationale a le dernier mot. Oui, bien sûr, c'est ce qu'a dit le ministre Cahuzac. Ça n'a pas visiblement beaucoup plu aux sénateurs qui sont très susceptibles là-dessus. Oui, mais enfin, nous, on n'a pas eu de texte rejeté par le Sénat, et ça nécessite toujours beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. Je ne sais pas que le Sénat était à droite. Oui, mais enfin, moi, j'ai surtout vécu avec le Sénat à droite, donc j'ai pas après vu les choses. J'ai pas vu les choses, mais enfin, entre la loi Duflot, entre la loi de programmation budgétaire, on voit bien que les communistes essayent de plus en plus de s'individualiser par rapport aux socialistes, parce que sinon, ils n'existent plus. Et les Verts, on en parlait tout à l'heure, les Verts, ce sera le deuxième problème. Il arrivera tout de suite après. Le Parti communiste est peut-être même plus fort que vous en termes d'opposition ? À partir du moment où ils sont considérés comme étant à gauche, ils ont voté François Hollande. Ils ont voté François Hollande au deuxième tour. Donc François Hollande doit faire un peu attention à eux. C'est quand même des gens qui ont apporté leur voix. Vous avez trouvé solides alliés là, finalement. Non, ce ne sont pas des alliés, parce que d'une certaine façon, c'est souvent pour des raisons contraires que nous ne pouvons ne pas voter un même texte. La loi de programmation budgétaire, c'est moi qui ai des lois de programmation budgétaire d'ailleurs, c'est relativement récent. La loi de programmation budgétaire, elle n'a pas été votée par l'UMP, elle n'a pas été votée par les communistes pour des raisons différentes, évidemment. Mais elle n'a pas été votée. Aux socialistes aujourd'hui de recréer une majorité, et c'est pas en changeant de cap tout le temps qu'ils vont réussir à recréer une majorité. Moi, j'ai pas de conseil à leur donner entre nous, mais on voit bien que tout ça manque de direction. On voit bien qu'on sait pas où on va. En même temps, ce n'est pas en allégeant les charges des entreprises qu'ils vont s'allier les communistes, très clairement. Non, ils vont pas s'allier les communistes en faisant ça, et ils vont pas s'allier non plus les Verts en ne traitant aucun des sujets qui les préoccupent. Vous n'avez pas l'impression quand même... D'ailleurs, le rapport Gallois est un cinglant désaveu sur la politique énergétique du gouvernement, à la fois sur Fessenheim et à la fois sur le gaz de schiste. Vous n'avez pas l'impression justement que le Parti socialiste est en train de changer de logiciel, comme on dit, qu'il devient un parti social, libéral presque ? Je crois qu'il ne sait pas du tout ce qu'il devient. Je pense qu'il navigue à vue. Donc je ne crois pas qu'il y ait une ligne idéologique aujourd'hui. Les Verts ne sont pas d'accord. Il y a une ligne qui est très anti-entreprise. Après, on essaye de passer Montebourg, etc. Après, on essaye de passer un peu de baume sur les plaies qu'on a créées soi-même. C'est l'arroseur arrosé, et sans arrêt. Et dans un pays qui est un pays en crise comme l'ensemble de l'Europe et du monde, la France, elle a une carte à jouer maintenant. Elle n'a pas une carte à jouer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. On perd beaucoup de temps à tergiverser tout le temps. Allez, on va passer au vendredi, si vous voulez bien. On va commencer la semaine avec le rapport Gallois, et on va finir avec le rapport Jospin. La commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique s'était mise en place en juillet dernier, présidée par Lionel Jospin, et elle a rendu son rapport ce vendredi. Les propositions détaillées par Rim Benhammer. Fin du cumul des mandats, introduction de la proportionnelle. Sur tous les sujets, Lionel Jospin a choisi de suivre de près la lettre de mission présidentielle. Après 4 mois de travail, les conclusions de sa commission innovent en matière de vie politique. C'est la volonté de renforcer et parfois même de rétablir la relation de confiance entre les citoyens et les responsables publics. Les citoyens sont au cœur de nos propositions. Parmi ces propositions, l'introduction de 10% de proportionnel aux élections législatives. Lionel Jospin proposerait aussi la fin du système des 500 signatures. Désormais, 150 000 parrainages citoyens seront exigés. Il suggère aussi de fermer tous les bureaux de vote à 20h. Autre proposition choc sur le statut pénal du président. Désormais, les actions qui ne sont pas liées à sa fonction de chef de l'État pourront être jugées en cours de mandat. Et enfin, l'une des mesures les plus polémiques, une limitation très stricte du cumul des mandats pour les députés, les sénateurs et les ministres. Il sera désormais impossible de cumuler avec des fonctions exécutives locales. C'est un enjeu essentiel pour la rénovation de la vie publique. Nous devons renoncer à cette exception française. La Commission a distingué à cet égard le cas des ministres et celui des parlementaires. Un projet de loi devrait être présenté au printemps 2013, mais les critiques s'élèvent déjà à droite comme à gauche, notamment sur le cumul des mandats. Les débats s'annoncent musclés. Alors Éric Woerth, pas de cumul des mandats entre un parlementaire et un exécutif local. Vous, maire de Chantilly, vous devriez démissionner de ce poste-là en tant que député. J'attends les conclusions définitives, mais
j'ai peur que ce soit un peu du grand n'importe quoi, ces conclusions, pour tout vous dire, de cette commission qui n'a pas, au fond, une légitimité très, très forte. Je pense que alors je vois bien que c'est très démagogique. Je vois bien qu'il y a beaucoup de Français qui tapent sur les élus, donc moins ils sont élus, mieux ils se portent. Mais il n'y a pas de démocratie sans élus. Je pense qu'on peut fixer un seuil. On peut se dire qu'on peut pas être maire de Nantes et député, par exemple, ou on peut pas être président maire d'une petite commune ou sénateur. Oui, on peut pas être président du Conseil général de la Corrèze et député. Ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Je pense qu'il faut fixer un seuil, peut-être 15 000, 10 000, 20 000, 30 000, j'en sais rien, je veux pas faire... Mais au moins, il y a un seuil. Et puis, ça va donner des députés qui sont totalement technocratisés. C'est-à-dire qu'ils vont faire la loi, ils vont habiter à Paris, mais en même temps, ils vont être élus sur leur terrain. Donc, comment on fait? On est à la fois sur un terrain, on est à la fois législateur, mais on n'a pas le droit d'être élu, en réalité. C'est un peu ça. C'est un peu curieux. C'est une drôle de manière de faire. Moi, je dis que si on veut aller jusque-là, alors, il ne faut pas uniquement faire sur les exécutifs. Quel rapport entre être maire de Paris et maire de la commune de 500 habitants? Aucun. Donc, dans ce cas-là, il faut faire le mandat unique. Et donc, il faut interdire tout cumul, c'est-à-dire dire on ne peut pas être conseiller général et député, on ne peut pas être sénateur et conseiller général, et on ne peut pas être conseiller régional et sénateur, on ne peut pas être conseiller régional et député. Puis à ce moment-là, quitte à faire n'importe quoi, autant aller au plus loin possible. Le mandat unique. La proportionnelle, une hausse à peu près de 10% de taux de proportionnel, ce qui vaut à peu près 58 députés. Qu'est-ce que vous en pensez? Lionel Jospin a été battu par le Front National. Il réintègre le Front National totalement dans le jeu politique en faisant cela, comme il va réintégrer le Front de gauche. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Je pense qu'au fond, la Ve République, elle a très bien fonctionné. Elle a magnifiquement fonctionné. Elle s'est adaptée à tout. Changer, c'est ça? Elle s'est adaptée une petite dose de modernité, oui, non, justement, peut-être? Non, la modernité, c'est pas de changer en faisant n'importe quoi ou en cédant à la démagogie la plus ultime. La modernité, c'est d'avoir des textes qui vous permettent d'agir sur le fond. Là, on parle de forme, mais d'agir sur le fond. Et la Ve République, elle est solide. Celle qu'a voulu le général de Gaulle, il est mort le 9 novembre. Celle qu'a voulu le général de Gaulle, c'est cette République-là. Et celle-là, elle a bien tenu. Donc faisons attention à toutes ces modifications, au fond, qui conduisent, je pense, à fragiliser le cadre de nos institutions. Il faut manier avec une main tremblante la Constitution. Ce qui a été très contesté Je remarque aussi, d'ailleurs, pardon, je remarque quand même que ceux qui sont le plus opposés au cumul, sachant que le cumul des mandats, il est limité à 2. Il est limité à 2. Les plus opposés sont ceux qui, en général, ont loupé des élections locales. C'est ceux qui ont été battus. C'est-à-dire que les premiers à dire il ne faut pas de cumul sont les premiers à être incapables de se faire élire quelque part. Et donc, il y a un petit côté amertume et colère qui, à mon avis, n'est pas une bonne manière de réformer. Il y a d'autres annonces aussi dans la fin de l'immunité pénale, notamment, pour le président. Pourquoi pas, sauf que le président de la République, il a un statut, il a justement qui lui permet de rester le premier des Français le plus longtemps possible. Je trouve qu'il faut faire aussi attention à cela. Attention quand même, attention. La fin des 500 parrainages, maintenant 1500 personnes pourront signer. Est-ce qu'il faut rendre public les noms? 150 000, je crois. 150 000 personnes, oui. pardon. Ça va développer le nombre de candidatures aux élections présidentielles. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'avoir autant de candidatures que cela. Peut-être aurait-on pu faire autrement. Je ne sais pas. Moi, tout ça me semble, au fond, assez dérisoire. C'est vraiment pas le sujet aujourd'hui. Je ne vois pas. Oui, c'est pas un sujet très prioritaire. Il n'y a pas d'urgence. Notre démocratie, elle fonctionne pas si mal. Et pourtant, quand on interroge les gens, notamment sur le cumul des mandats, tout le monde applaudit. Mais si on leur demande si leur pharmacien gagne trop d'argent, si on leur demande si leur voisin n'a pas une trop grosse voiture, ce sera aussi des réponses un peu étonnantes. Donc je ne crois pas qu'il faille se fonder nécessairement sur l'opinion statistique à un moment donné. Je remarque que les Français, ils aiment bien leurs élus, ils trouvent qu'ils font bien leur boulot quand c'est leur élu et qu'ils mettent un nom dessus. Et puis d'une manière générale, la classe politique, comme partout dans le monde, elle souffre évidemment de critiques absolues. Mais c'est au fond la démocratie. Mais attention, à trop affaiblir les élus, on affaiblit la démocratie. En tout cas, il y aura un projet de loi début 2013, donc on aura largement l'occasion d'en reparler. Il y a plein de projets de loi en 2013, vous avez remarqué, je n'ai jamais vu un gouvernement qui mettait autant de projets de loi. Vous allez passer beaucoup de temps ici à l'Assemblée certainement, en 2013. C'est une bonne chose si ces projets de loi sont utiles. Merci beaucoup. Merci Éric Woerth d'avoir répondu à nos questions pendant cette petite heure. Et nous, Mickaël, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, même lieu, même heure. Au revoir. Évidemment, au revoir.